premier mot d'ordre, et c'est vrai qu'il va falloir qu'on essaye d'être rigoureux, c'est que avant chaque intervention, utilisons le micro, parce que si on veut de la qualité au niveau de l'image et du son, il faut qu'on soit respectueux des consignes. Vous souhaitez la parole, vous l'aurez, et on vous la transmettra, mais il faudra utiliser le micro. Voilà, donc suite à ça, à cette petite information, je vais demander à Julien de faire l'appel des conseillers communautaires. Partenay André. Présent. Casoni Ala. Abbé Patrick. Présent. Kayser Gilbert, excusez, pouvoir Madame Gustin Maillérus. Friot Marie-Rose. Bosco Stéphane. Yesser Patrick. Présent. Simarelli Daniel. Présent. Piovano Lucien. Excusez. Digio Ramos Sandro. Présent. Baba Ahmed Samine. Chiliotti Martine. Kotika Gaëtan. Présent. Dacuna Christine. Destremont Gilles, excusez, pouvoir Monsieur Risser. Fatorelli Viviane. Fernandez Isabelle, excusez, pouvoir Monsieur Kotika. Fioretti Françoise. Gavazzi Angèle. Présent. Gentilossi Alain, excusez. Gossetto Liliane. Gustin Maillérus Valérie. Humbert Bernadette. Le Golvor Sylvane. Lebrun Marie. Marchesa Laurent. Matucci Gérald. Présent. Minichetti Fabienne. Narcissi Myriam. Nézi Laetitia. Ragugini Laura, excusez. Rice Bernard. Présent. Sardelicati, excusez. Silvestriani, elle va arriver. Ton Françoise, excusez. Tréla Geneviève. Et Tully César. Et le secrétaire de séance sera Monsieur Rice. Secrétaire de séance ? Monsieur Rice. D'accord, Bernard. Alors, avant de commencer l'ordre du jour, quelques points qu'on mettra, si vous en êtes d'accord, dans les divers. Le premier, ça concerne le CPER. Donc là, vous savez qu'il y a des propositions d'orientation pour le CPER 2021-2027. Aussi, on vous enverra quelques dates pour qu'on essaye de travailler ensemble pour faire des propositions propres à la communauté de communes. Donc là, c'est une date qu'on va retenir. Julien vous enverra ça. Le deuxième point, ça concerne la motion de soutien par rapport de soutien au rapport Karl-Heinz Lamberts pour une juste répartition de la fiscalité en zone transfrontalière. Je sais que quelques communes d'entre vous ont déjà fait passer cette motion. Donc Alain nous présentera cette motion. Et l'autre point, lors du dernier conseil communautaire, je m'étais engagé à solliciter une rencontre avec les membres du CA de l'EPA concernant la soutenabilité de l'accompagnement financier des communes et de l'Interco. Voilà, je vous annonce que cette rencontre aura lieu. Elle pourra se tenir vendredi 13. C'est donc le conseil d'administration de l'EPA se réunira à la communauté, enfin dans ce lieu, dans cette salle. Et donc, à 10h, les maires ont rendez-vous avec les membres de l'EPA. Donc, on en a parlé encore aujourd'hui. Donc, moi, je souhaite que chacun puisse venir par rapport aux difficultés rencontrées, voilà, commune par commune. Que les maires ? Les maires, et si les VP sont dispo, c'est ouvert, hein, puisque pour ma part, quand je dis maire, c'est les membres du bureau, et pour moi, les membres du bureau, Patrick est là, les deux Patrick sont là. Donc, vous êtes les bienvenus. Au contraire, on aura besoin de vous sur ce volet-là. Voilà. Donc, c'était les points qu'on mettra à l'ordre du jour dans les divers. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer au point 1, à l'approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 24 septembre. Y a-t-il des questions ? Je le soumets donc à votre approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Voilà, au point 2, j'avais prévu de mettre le courrier de l'EPA, mais étant donné que vous avez eu l'information, c'est réglé. Le point 2 concerne la ZAC de Micheville et les programmes d'équipement à venir. Donc, il est proposé au Conseil de mettre au vote une convention entre l'EPA, Alzette Belleval, la ville de Villerue et la communauté de communes afin d'organiser les relations dans le cadre de la réalisation de la ZAC de Micheville 1 et notamment la réalisation et le financement des équipements publics compris dans le programme réalisé dans la zone, les modalités de remise en gestion d'incorporation dans le patrimoine des collectivités, les équipements publics réalisés dans la zone ayant une vocation à revenir en raison de leurs compétences, comme le pôle culturel.
Et bien entendu, les équipements publics d'infrastructure pour lesquels une participation de la communauté de communes est sollicitée sont les suivants. Le parvis du pôle culturel. Pour cet équipement, la répartition du financement est le suivant. 70% pour l'EPALZ de Belleval, 10% pour la ville de Villerue et 20% pour la communauté de communes. Pour un coût total estimé à 1 806 000 hors taxe. En deuxième point, il s'agit du parking public pour le pôle culturel, mais qui aura vocation à s'étendre. Pour cet équipement, la répartition du financement est le suivant. 50% pour l'EPALZ de Belleval, 20% pour la ville de Villerue et 30% pour la communauté de communes, pour un coût total estimé à 736 000 €, hors taxe bien entendu. Et le hub mobilité, vous en avez tous entendu parler de ce hub mobilité. Vous savez qu'avec la gratuité des transports côté luxembourgeois à partir, on va dire, courant du premier semestre 2020, l'EPA et la communauté de communes de GECT se sont engagés par rapport à la mobilité et mettre en place ce hub mobilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bus à haut niveau de service, un BHNS, qui partira du site de Micheville pour aller à Belleval, à la Cloche d'Or et au Kirchberg. Donc c'est un atout supplémentaire pour l'attractivité du territoire. Et pour cet équipement, la répartition de financement est le suivant. 70% pour l'EPALZ de Belleval, 15% pour la ville de Villerue et 15% pour la communauté de communes, avec un coût estimé à 520 000 €. Voilà, la participation totale de la communauté de communes s'élève à 660 000 €. Avec les paiements s'étaleront, vous avez l'appel de fonds de l'EPA par rapport à la communauté de communes pour les années 2022 à 2029. Voilà, vous avez bien entendu la convention qui est jointe. Je pense que quelques-uns d'entre vous l'ont parcourue. Y a-t-il des questions? Je le soumets donc... Oui. Non, attends. Dans le micro. Voilà, j'avais une question concernant le hub de mobilité. Tu parlais d'un service vers le Luxembourg. Est-ce qu'il sera sur le réseau luxembourgeois ou donc c'est-à-dire que la gratuité, elle viendra jusqu'ici? Oui, absolument. Il est prévu que la gratuité soit pour la gare d'Audun, mais également pour le bus à haut niveau de service qui sera mis en place. Alors, il me semble que la gare de Volmorange-les-Mines va en bénéficier également. Voilà, au moins ces deux gares vont pouvoir en bénéficier, ainsi que le BHNS. Donc c'est vraiment un plus pour le territoire, pour son attractivité et l'aménagement sur le secteur de Micheville. Alors moi, je voulais simplement peut-être... parce qu'on a déjà, la ville de Villerue a déjà examiné cette convention, hein, donc qui lie l'EPA, la CCP-HVA et la ville de Villerue pour l'aménagement de la ZAC de Micheville. Alors je voulais simplement peut-être attirer votre attention, en tout cas ceux qui ont lu jusqu'au bout le projet de convention, vous avez dû être, vous avez remarqué les sommes qui sont en jeu pour la commune de Villerue. Alors non pas tant sur le programme d'équipement et les réseaux où les sommes sont raisonnables, encore que il faut avoir présent à l'esprit que celles-ci vont se cumuler avec d'autres sommes qui sont en jeu sur l'OPARU des cités de Micheville et sur la ZAC de Conbonne, mais attirer votre attention sur la part que la ville de Villerue devra cofinancer au titre de la construction du futur groupe scolaire. C'est pratiquement 6 millions d'euros que la commune de Villerue va devoir mobiliser pour la réalisation de ce groupe scolaire. Et pour en redire un peu plus encore sur la difficulté, ces 6 millions d'euros devront être mobilisés très rapidement dans la mesure où la population qui va arriver sur les quartiers, les enfants de ces populations nouvelles vont devoir être accueillis effectivement dans des groupes scolaires ou dans un groupe scolaire qui va permettre de les scolariser dans de bonnes conditions. Et cette situation-là, en tout cas ces sommes qu'il va falloir pour
pour la ville en particulier, mais je pense que la problématique se pose également pour la communauté de communes. En tout cas, les interrogations doivent se poser également à l'échelle de la communauté de communes, mais également pour les autres villes sur lesquelles les projets de l'EPA vont être développés et mis progressivement en œuvre. La question qui va se poser, c'est comment ces communes, comment la collectivité, comment la CCPHVA va pouvoir mobiliser, en plus des sommes qu'il convient de mobiliser de façon régulière pour l'entretien de notre patrimoine, comment ces sommes-là vont pouvoir être mobilisées pour accompagner les projets de l'EPA. Voilà. Alors, on aura l'occasion peut-être d'avoir un débat plus sur le fond à l'occasion de ce que André évoquait, la motion qui va être évoquée à l'issue du conseil communautaire. Mais je veux en tout cas appeler votre attention sur cette problématique qui doit nous conduire à mobiliser des sommes pour accueillir des populations nouvelles sur notre territoire. Alors c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais en sachant que ces populations nouvelles, elles vont enrichir le pays voisin et les richesses produites dans ce pays voisin ne reviennent pas sur notre territoire. Et c'est aux contribuables locaux, c'est aux collectivités locales de financer des équipements qui vont servir pour l'essentiel à financer, à produire de la richesse de l'autre côté de la frontière, ce qui pose effectivement, en tout cas, me semble-t-il, un véritable problème d'équité. Ce rapport, bien évidemment, mais avec toutes les questions qu'il conviendra de régler. D'autres questions ? Bon, de toute façon, nous aurons l'occasion le 13 d'en faire part aux membres de l'EPA. Et dans le conseil d'administration, dans ce conseil d'administration, il y a les représentants de la région, des 2 départements et des gens du ministère qui viennent. Donc, il est sûr qu'il y a une opération d'intérêt national et je pense que les collectivités ont besoin d'avoir un accompagnement plus fort, soutenu par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Toutes les solutions sont bonnes à prendre, mais il faut qu'on ait cet accompagnement. Si vous en êtes d'accord, je vous propose la délibération ainsi. Approuver le programme des équipements publics de la ZAC de Micheville 1. Approuver les termes de la convention de financement des équipements publics de la ZAC de Micheville 1 entre l'EPA Alzette-Belleval et la communauté de communes, ainsi que la ville de Villerue, et de m'autoriser à procéder, si nécessaire, à des adaptations mineures d'ordre rédactionnel. Je le mets donc à votre approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une voix contre. Abstention ? 4 abstentions. Attends. Je dis la ville de Tange s'abstient concernant le pôle culturel. Voilà, c'est tout. Pourquoi pas ? Peut-être pour qu'on soit clair, il ne s'agit pas là de prévoir... Non, ouais, je sais bien. Non, mais pour que les choses soient posées clairement, il ne s'agit pas de participer au financement du pôle culturel. Mais la question du parvis, même si effectivement, si j'ai bien entendu les remarques que vous avez pu faire avec d'autres élus sur la question, en gros, si j'ai bien entendu, vous n'êtes pas contre le projet de pôle culturel, mais vous êtes contre le dimensionnement actuel. Donc la question du parvis se serait de toute façon posée, même avec un équipement de moindre importance. Donc où est la cohérence ? D'un côté, vous dites on est contre parce qu'il est trop grand, mais de toute façon, on ne financera pas le parvis. Ben non, parce que du coup, si on finance déjà, on trouve que le financement est déjà important, là on rajoute le parvis et le parking, donc ce sera encore plus important. C'est tout. Bon, c'est pas cohérent. C'est pas nouveau le parvis, le parking. Ah oui, de toute façon, quel que soit le dimensionnement du pôle, il faudra un parvis et un parking. Bon, il y a 4 abstentions et un contre. Si vous en êtes d'accord, on va passer au point 3. C'est bon, ça a été voté. Le point 3 concerne le compte concours. Alors, vous savez que la tenue d'un séminaire au printemps 2013 sur l'évolution des compétences. Voilà, je recommence parce que je n'avais pas appuyé sur le... Alors, si moi je dis qu'il faut prendre et qu'il faut respecter les consignes... Alors, la tenue d'un séminaire en printemps 2013
avec Patrick, puisque c'était dans la commission de Patrick qu'on avait défini que cette piscine elle serait d'intérêt communautaire. Donc, lors de ce séminaire sur l'évolution des compétences de la communauté de communes, a permis de reconnaître la dimension communautaire de la piscine de Villerue. La CCP-HVA et les communes membres ont accepté de mobiliser les recettes du fonds de péréquation pour participer au bon fonctionnement de cet équipement, considérant les services offerts à la charge de centralité et supportés par la commune de Villerue. Voilà, donc vous avez le projet de délibération, si vous voulez je peux vous en faire une lecture, mais c'est depuis quelques années sur lesquelles on s'appuie et on sollicite, on accompagne la commune de Villerue pour un montant dans le cadre d'un versement sur un fonds de concours. Le fonds de concours pour cette année est de 153 000 €. Je pense que c'est une bonne chose puisqu'elle profite à l'ensemble. Vous avez pu voir le bilan de la piscine. C'est vrai qu'on ne va pas le redétailler. On a pu voir lors de la présentation en réunion de bureau qu'il y avait eu quelques difficultés cette année parce qu'il y avait un manque de maîtres nageurs. C'est chose résolue. Maintenant, les choses sont entrées dans le bon fonctionnement. C'est aussi une des conséquences de la proximité du Luxembourg, c'est qu'on forme des maîtres nageurs. Ils sont bien pendant un certain temps, et puis après, ils vont voir côté luxembourgeois s'ils ont un job. Et puis là, c'est chose qui s'est passée. Donc maintenant, Myriam, je crois que tu as les 4 maîtres nageurs. Je crois que Yves nous en avait parlé. Donc, on poursuit. Des questions par rapport à cette convention, Viviane? J'ai pas de question par rapport à la convention, mais j'ai une question par rapport à la structure de la piscine, parce que j'ai regardé un petit peu les coûts. C'est énorme, quoi. Je veux dire, pour la commune de Villerue, c'est aussi... Et donc, ma question, c'était sur le plus long terme, est-ce qu'une telle piscine est un investissement, ou en tout cas viable? Alors, pour ma part, il est certain que c'est aujourd'hui une piscine qui est à charge de la commune de Villerue. Villerue, c'est une commune de centralité et finalement tout le monde en bénéficie parce que tous les scolaires du territoire de la communauté de communes vont apprendre à nager à Villerue et je pense que c'est une bonne chose, c'est la seule que l'on a et c'est la raison pour laquelle on a défini d'intérêt communautaire. Après, il est sûr que tout à l'heure, il y avait encore une réunion à 16h ou 16h30, justement par rapport aux équipements nécessaires pour se projeter au niveau de la communauté de communes. La piscine en fait partie, il est certain qu'elle a 40 ans, je crois, voire peut-être plus. Donc, à un moment donné, il sera nécessaire de réfléchir ensemble. Mais réfléchir ensemble, ça veut dire avec les communes, la communauté de communes, elle l'est pas aussi. Parce que, rappelez-vous quand même que sur Micheville, il va y avoir un pôle une cité scolaire, il va y avoir le pôle culturel. Nécessairement, entre la cité scolaire et le pôle culturel, il faudra réfléchir sur des infrastructures sportives et culturelles, sportives surtout. Et donc, la piscine en fait partie. Si aujourd'hui, je ne peux pas tacter que dans les années N+1 ou 2, il y aura une piscine, mais il faudra nécessairement se poser la question. Je pense que c'est justifié et elle sera nécessaire. Donc vous avez pu regarder en détail la convention. Vous avez pu regarder en détail la convention. Je pense que de nombreux enfants du territoire en font partie, même s'il y a eu quelques difficultés. Voilà. Donc pour ma part, je vous propose de renouveler ce fonds de concours à la commune de Villerue. Je pense qu'il n'y aura pas de questions et que tout le monde va voter pour. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Sandro, c'est pour toi le point 4, renouvellement de la convention avec EcoTLC. Bien, bonsoir. Le point 4, donc renouvellement de la convention avec l'organisme textile, linge et chaussures. Donc depuis 2011, la communauté de communes Pays Val d'Alzette est partenaire de l'éco-organisme EcoTLC qui s'occupe de la collecte donc, du traitement des textiles, linge et chaussures via les points d'apport volontaires implantés sur le territoire. La CCP-HVA, en contrepartie, reçoit, grâce à cette convention, des soutiens pour ses actions de communication auprès de ses administrés à hauteur de 0,10 centimes d'euros par habitant, sous condition de disposer d'au moins un PAV pour 2000 habitants. La convention donc 2015-2019 arrivant à échéance au 31 décembre, il est proposé donc au Conseil communautaire de renouveler ce partenariat afin de continuer à bénéficier de ce soutien financier et du service. Donc.
La nouvelle convention reste conforme au cahier des charges de leur agrément. Les modalités de soutien et les obligations de chacune des parties restent identiques. Seules des procédures administratives et des précisions des annexes ont été apportées. Voir donc convention type en annexe. Voilà, c'est juste un renouvellement de convention pour repartir. Il n'y a pas de date, mais je pense que c'est sur 5 ans. Hein, parce qu'il n'y a pas de date sur la convention. Hein, c'était reparti pour 5 ans. Voilà. Des questions à ce sujet? Pas de questions, on peut le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, bien travaillé. Merci à vous. Normalement, ça va encore pour 5 ans. Donc, du 1er janvier 2020 jusqu'à 2024, 31 décembre 2024. Voilà, André. Je prends le relais concernant le point 5, subvention à l'association thionvilloise d'aide aux victimes, l'ATAV. Je rappellerai que c'est une aide gratuite. Hein. Alors moi, j'ai été surpris des chiffres. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez parcouru, mais quand je vois que l'ATAV qui assure une permanence à Aumès, hein, moi j'ai été surpris du nombre. Hein. 85 victimes proviennent du territoire de la communauté de communes, 53 en 2017. Il faut quand même s'interroger sur cette augmentation. Je pense que ce n'est pas anodin. Même si là, on va, je pense, continuer à poursuivre cette subvention, mais lorsqu'on regarde les difficultés que rencontrent certaines personnes, je pense ça doit aussi interroger les élus. Alors je sais que Marie-Rose a été plusieurs fois à l'ATAV, hein, au niveau du conseil. Tout au long de l'année, il y a des familles qui ont besoin pour des pensions alimentaires non versées, pour des maltraitances. Ouais. Bon, alors, si vous voulez, on peut regarder le rapport. Hein. Donc, l'ATAV, c'est déjà, je le précise, une aide gratuite auprès de la personne. Et c'est d'apporter aux victimes d'infractions pénales une aide morale et ou matérielle, tant par ses propres moyens que par la mobilisation de services et de moyens déjà existants. Promouvoir et coordonner les actions intéressant l'aide aux victimes. Écouter, informer sur les droits et les procédures, accompagner psychologiquement et socialement dans l'immédiateté et dans la durée de manière gratuite et confidentielle toutes les victimes de la délinquance dans le ressort du tribunal de grande instance de Thionville et surtout au plus proche d'elles. Donc, afin d'aider les victimes et afin d'éviter la récidive et prévenir la délinquance, l'ATAV organise des stages de citoyenneté à destination des auteurs dans le cadre de mesures de composition pénale, l'objectif étant de leur faire prendre conscience des responsabilités qui sont les leurs. Et là, on reprend en 2018, l'ATAV a accompagné 1417 victimes, soit une augmentation, et 1307 en 2017, soit une augmentation de 8,42. Voilà, et dont 608 au sein des bureaux d'aide aux victimes. Hein. Et retenez le chiffre quand même qui est important au niveau de la communauté de communes. On peut s'interroger pourquoi. De 53 victimes en 2017, on est déjà passé à 85. Voilà, donc je pense que c'est nécessaire quand même d'accompagner cette association. J'ai regardé, c'est beaucoup des avocats, des baronniers qui en font partie et qui apportent leur aide justement à cette population. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de verser une subvention de 3 966 €, hein, donc 0,14 € par habitant à la TAV, et de me donner procuration pour signer cette subvention. S'il n'y a pas de questions, je le mets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 6, Patrick, c'est pour toi. Oui, c'est à moi. Bon, c'est un point que vous connaissez parce qu'il est presque récurrent. Ça veut dire qu'on a déjà passé 3 années ensemble sur cette convention. Effectivement, je vous propose, et pour terminer, effectivement, toutes les conventions qu'on mène pour les associations qui ont une démarche culturelle, de valider celle du pôle de l'image, effectivement, pour le festival du film italien que je ne vous présente pas, parce que quand même, c'est quand même une manifestation que tout le monde connaît ici. Moi, simplement, je vous propose effectivement, comme montant pour 2020, 21 000 €. En année 2021, 22 050 et en année 2022, 23 150, ce qui aurait à peu près une augmentation de 5%, ce qu'on avait toujours effectivement amené dans le cadre de
de l'accueil ou du suivi avec les associations. En dehors de ça, moi, s'il n'y a pas de questions, je vous passe au vote. Je voudrais vous parler encore d'autre chose. Tant que j'ai la parole, j'en profite. Il y a des questions sur le pôle de l'image? Non? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Par contre, effectivement, pour terminer, il y aura encore 2 conventions, parce que je vous en parle, parce qu'il y a des tas de gens qui me posent des questions, encore 2 conventions qui seront à valider en janvier. Je n'ai pas voulu les déposer sur table, parce que j'ai préféré effectivement que vous ayez le temps d'avoir les rapports chez vous. Ce sera pour l'association Corps à Corps. Donc, et pour les écoles de musique. Alors, pour 2 cas pour les écoles de musique, simplement parce qu'il y a une assemblée générale qui a lieu le 6 décembre, qui vont modifier leur statut pour accueillir l'école de musique de Vellerupt. Dans ce cas, notre interlocuteur pour ce qui aura été de l'éducation musicale sur le territoire sera l'association Interportée. Et de ce fait, on vous présentera une nouvelle convention. Déjà, on annulera l'ancienne qui va jusqu'au 31 décembre 2021 de mémoire, pour une nouvelle convention qui partirait à partir du 1er janvier 2020 au nom de Interportée, qui serait basée sur la même règle que celle mise en place à pour les 2 qui étaient mis pour les 2 écoles de musique. En plus, je vous proposerai, et ça pour répondre à la préoccupation des écoles de musique, une subvention supplémentaire de 50 000 € qui leur permet de professionnaliser également la partie administrative et pédagogique direction. Ça va aussi dans le sens d'une fiche action qu'on avait dans notre schéma culturel. Et je pense qu'on arrivera là. On aura fait effectivement toutes les conventions dans toutes les associations de ce territoire qui ont une démarche culturelle. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Tu as déjà anticipé que le prochain conseil communautaire, tout le monde est informé qu'il va y avoir une augmentation pour le bien de cette association. Ah ben, si c'est vrai, je le laisse allumer. Alors, ça me permet de passer au le point 7 concernant le fonds de concours pour la construction de la maison de santé pluriprofessionnelle de la commune de Boulanges. Gaëtan. La commune de Boulanges s'est engagée depuis plusieurs années dans un projet de réhabilitation d'un ancien local commercial en maison de santé pluriprofessionnelle. Ce projet va prochainement passer en phase opérationnelle. La CCPHV exerce la compétence action visant au maintien et à l'installation de professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, notamment pour la création d'une maison de santé pluridisciplinaire de santé sur le territoire, et souhaite lutter contre la désertification médicale de son territoire. À ce titre, et dans l'optique de contribuer à la réussite de cet objectif commun, la commune de Boulanges a sollicité la communauté de communes pour un accompagnement financier aux investissements. Le coût global de ce projet a été estimé en phase avant-projet à 1 800 000 €. Hors taxes, travaux de 1 600 000 € et acquisition foncière de 120 000 €. Le bureau communautaire du 22 octobre 2019 a validé le principe d'une mise en place d'un fonds de concours sur l'investissement pour accompagner la commune sur ce projet, dont le versement serait effectué sur 5 ans pour un montant total de 100 000 €, soit une subvention de 20 000 € par an. Voilà la proposition qu'on fait pour justement soutenir, pour maintenir la santé sur le territoire. Ouais, Gaëtan. Je vais pouvoir dire 2 mots. Tout d'abord, merci. La situation, bon... Non, c'est pas encore voté. Non. Je suis tellement content d'avoir un peu rentré dans le jeu. C'est pas tous les jours que... Appuie sur... Voilà. T'es content. Voilà. Donc je vais vous dire d'abord merci. Et puis simplement un petit mot aussi par rapport à la situation de la maison de santé. C'est-à-dire que c'était 2 ans et demi de travail, hein, c'était pas trop facile. Je dirais même à la rigueur, le 7 octobre, on a eu la validation de l'ARS au niveau de la Moselle. Le 22 novembre, j'ai eu la bonne surprise d'avoir l'habilitation. Donc aujourd'hui, c'est bien parti. Les demandes de subvention, c'est un budget prévisionnel. 100 000 €, c'est 100 000 €. Je pense en avoir 100 tous les ans. Non, c'est sur 5 ans. Bon, c'est quand même... Non, merci quand même. Non, c'est gentil. Voilà, les choses tournent bien. Je pense que le projet va arriver à terme. Il ira, hein, parce que les autorisations sont arrivées et où. Donc je pense qu'en janvier, on aura les retours de subvention, une fois que ça sera fait.
Après, je pense que la nouvelle équipe municipale aura peut-être une mission totalement différente de la mienne, où j'ai quand même combattu, ce n'était pas facile, pour avoir justement cette maison de santé. Un boulot, elle est très attendue et je pense que tout le monde doit être content. Et c'est pour ça que je vous remercie aussi pour cette petite somme, ou grosse somme qui est faite allouer. Oui, M. Risser, 100 000 euros, c'est 100 000 euros. Merci à vous. Voilà. Pas mal. Gaëtan, et sur le passer au vote d'abord, hein, parce que... Alors, si vous en êtes... Bon, alors, je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, tu vois, tu as sur ce point une unanimité. Non, mais je pense que l'important aussi... Non, l'important aussi, c'est que d'autres communes, effectivement, fassent cette démarche-là. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde et qu'il y ait plein de maisons de santé qui est sur ce territoire. Et moi, c'est vraiment... ça permet aussi... pour Boulange, mais pour les autres, d'avoir effectivement, et on ne remettra pas en cause le travail qui a été accompli. J'espère que ça continuera, parce que c'est quand même nécessaire. Voilà. Oui, comme le dit Patrick, c'est vrai qu'on a eu cette... Attends, je crois... Qui veut intervenir? Voilà, vas-y. Non, je voulais simplement demander à Gaëtan si les autres participations souhaitées, pour les autres participations souhaitées, vous avez déjà eu les réponses? Si. Ah. Alors, pose-moi la question, je n'ai pas bien compris. Quel est le financement attendu par les autres collectivités et si tu en as déjà eu confirmation? Au niveau confirmation, le FEADER, la région. Aujourd'hui, bon, c'est des propositions qui ont été faites pour faire un budget prévisionnel, vous le savez très bien. Donc, ce qui a été important pour moi, surtout, c'est au niveau du département. Du département, au départ, au niveau de la sous-préfecture, je devais faire seulement une demande de subvention au niveau de la DETR. Donc, à ce niveau-là, par contre, quand j'étais au département, on m'a bien demandé, j'ai eu la chance de connaître M. Zaidel, qui m'a aidé dans ce projet-là, et qui m'a demandé aussi de faire une demande. Donc, on a la DETR, on a la SDIL, on a le FEDER, on a la région, on a le département, 100 000 euros de la Comcom, et puis je vais pendant 5 ans. J'ai pas oublié. Non, le financement, on est à 20%, la partie de la commune, elle sera à 20%. Après, comme vous savez, à partir du moment où je pense que ça sera en janvier, quand les dossiers de subvention sont partis, on aura un retour, j'espère un bon retour. Bon, après, on peut jouer dessus. Mais ce qui est important dans une opération comme ça, je pense que tout le monde a compris, surtout au niveau du monde, les gens qui sont dans le domaine médical, c'est la partie importante, c'est de savoir le prix de revient au mètre carré que les médecins devront payer pour rembourser leur prêt, parce qu'on a, par rapport à l'ARS, une obligation de respecter des prix par rapport aux structures qui sont tout à fait différentes. Et on est dans les clous par rapport à ça. Alors après, si j'ai un peu plus, je ne me plaindrai pas. Si j'ai un peu moins, j'essaierai de jongler, tout en sachant que la partie communale qui fait 20%, ça pris en charge par les médecins, par un remboursement. Ah ben, c'est très bien ça. Gaëtan, oui. Une précision. Est-ce que tu as déjà une idée du prix au mètre carré? Oui, j'ai le prix. Il va se situer entre 7,80 et 9,40 hors taxe. Voilà. Bah, c'est correct. Hein. Franchement, c'est correct. C'est par rapport au service d'encadrement, parce que c'était une obligation de travailler en binôme avec l'encadrement. Ça, c'est une obligation de l'ARS. Hein, d'accord. Et après, je veux dire, bon, c'est vrai, plus on va toucher d'argent, je veux dire, qui va rentrer dans la réalité, plus on aura de chance même de diminuer un peu. Après, il faut savoir qu'on a une CISA qui va être faite aussi, on a un administrateur qui va gérer. Une fois que la commune elle aura mis en route, je veux dire, après, le problème, il sera, pour la commune, il sera quand même un peu moins lourd à gérer. Voilà. Les calculs ont été faits comme ça, il fallait qu'on reste dans ces cadres-là. Ça, c'était la première chose qu'ils nous ont demandé dans le projet médical. Quand on a fait notre projet financier, il fallait qu'on soit dans les clous par rapport à ça. C'est pour ça que c'est difficile, que des fois, on est amené à changer. Une fois, on a une prévision, c'est comme ça. Après, on sollicite, après, il faut revenir en arrière ou tout. Bon, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle parce que, bon, ça fait un peu d'argent frais, comme on dit. Voilà. Bon, ce qui est surtout bien, c'est que tu as trouvé les médecins pour pouvoir la mettre en place. Et c'est là toutes les difficultés. 2 mots, je peux dire, on a 3 généralistes. Ouais. On a 2 qui sont engagés, la 3e va être là, 2 infirmières libérales, 2 psychologues, une psychomotricienne, le kiné, et on associe la pharmacie avec, qui n'est pas loin, avec une histoire de totem pour annoncer. Voilà. Bravo. Eh bien, comme il y a unanimité sur ce projet, c'est l'équipe, hein, c'est ton bureau. Hein. Donc,
à l'unanimité. Maintenant, si vous en êtes d'accord, on va passer au point 8. Concernant, là, il s'agit d'une petite décision modificative. Vous avez pu constater que c'est un simple jeu d'écriture, hein, que ce soit sur la DM, la 8 ou sur la 9. Hein. La 9, il y a peut-être une particularité. Vous avez pu lire le rapport de présentation. À la suite des problèmes liés aux prestations avec la société Contenure, Sandro, tu pourras peut-être nous en dire 2 mots, parce qu'on a vraiment été franchement déçus de la société Contenure. La collectivité a dû reprendre en régie depuis mars la réalisation de l'enquête de dotation. Et il est donc nécessaire de réaliser une décision modificative afin de faire face aux dépenses non prévues. Parce que c'était quand même assez compliqué de passer après Contenure. Tu veux en dire 2 mots, Julien? Oui, alors, pour savoir, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mars, on a arrêté le marché avec Contenure. Ils étaient dans l'obligation, parce qu'on est sur un marché de performance, c'est-à-dire qu'ils ont une obligation de résultat. Si le résultat n'est pas atteint, ils doivent compenser financièrement pour la reprise en charge, que ce soit en régie ou via un prestataire privé, de ce qu'ils n'ont pas fait. Au mois de mars, donc, ils sont venus avec des éléments et on s'est rendu compte que, au-delà de toutes les difficultés qu'on a eues tout au long de l'automne, de l'hiver, entre les communications non validées par nous avec 10 fautes d'orthographe par ligne, des bacs distribués dans les communes, on ne leur demandait pas de distribuer, enfin il y avait tout et n'importe quoi. On s'est rendu compte que premièrement les chiffres qu'ils nous avaient donnés étaient complètement bidons, parce qu'en fait les bacs, comme ils sont pucés, on peut les repérer sur le territoire, donc on a trouvé des bacs qui devaient être distribués à Autange, à Russange, des trucs dans la nature un peu partout. Ils avaient une deuxième mission qui était en fait de saisir dans un logiciel professionnel qui nous permet de faire la facturation derrière l'ensemble. Donc les 14 000 foyers, il n'y en avait même pas 5% qui avaient été faits. Donc à partir de ce moment-là, on a décidé d'arrêter, de reprendre nous en régie, donc depuis mars, avec donc une équipe qui allait sur le terrain et conteneurisait, et une équipe qui saisissait sur les fichiers. Le souci comptablement, c'est que la mission conteneur était intégrée sur la mission de conteneurisation, donc c'est de l'argent en investissement. Donc nous, on a repris du personnel en régie, donc c'est des intérimaires pour la plupart. Ce qu'il faut savoir vis-à-vis de Contenure, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore payé 1 centime à Contenure. Nous avons proposé un règlement du litige, on est en train de rentrer en phase judiciaire avec eux, on a proposé un règlement, c'est-à-dire qu'on a fait le calcul de ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils n'avaient pas fait. Donc grosso modo, j'arrondis, mais c'est une mission à 200 000 €. On arrive à peu près à 40 000 € pour leur payer. On leur a proposé ça, une première offre. Ils ne nous ont jamais répondu. Ils sont revenus durant cet été avec la facture. Ils nous ont envoyé une facture en disant vous devez payer courrier fait par le directeur Europe Centrale, courrier non justifié, il doit y avoir 20 fautes d'orthographe, donc j'ai pas tout compris. Donc nous les avocats leur ont redit écoutez, ça ne marche pas comme ça. Ils ont refait un mail derrière en s'excusant que la facture ils la reprenaient, que ça allait pas, qu'ils étaient prêts à négocier, qu'ils avaient bien compris. Donc on les a revus au mois de septembre. On a proposé une rencontre avec leurs conseils, les nôtres. Ils sont venus avec une proposition où ils proposaient de réduire en fait la facture de 8 000 €, je crois, de mémoire. Donc on leur a dit que si c'était comme ça, il est hors de question qu'on paye. Donc ils ont dit qu'ils allaient donc saisir le tribunal. Ça fait 2 mois et demi qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Donc pour le moment on est là. En tout cas nous on a un dossier qui est plutôt costaud et il n'y a pas de souci, on est prêt à répondre. En tout cas aujourd'hui il est hors de question de leur payer la somme entière par rapport à ce qui a été fait, qui est un véritable scandale, quoi. Donc voilà. Pourquoi on est obligé d'augmenter la part salaire? Parce qu'on a pris du personnel qui n'était pas prévu en début d'année. Sandro, 2 mots sur l'avancée, peut-être, parce que c'est vrai que c'est très complexe hein, au niveau des ordures ménagères, mais ça va dans le bon sens avec une équipe telle qu'on a actuellement. Oui, nos équipes ont repris le travail, comme a expliqué Julien. Jean-Marc, lui, s'occupe de tout ce qui est collectif, parce qu'il n'y a aucun collectif qui avait été fait. Aucun. Donc, et ça, c'est un travail sur les partenaires sociaux, sur tout ce qui est MMH, CEMIV, les logements sociaux, ça va à peu près, parce qu'on connaît les propriétaires, donc ça se passe bien. C'est les propriétaires privés où on a beaucoup de difficultés pour distribuer les bacs. Mais ça suit son cours et voilà, je veux dire, on
on espère mettre en place la tarification incitative en 2021. Ouais, en 2021 pour les essais. Quoi. Tarification à blanc. À blanc, voilà. Aujourd'hui, sur tout ce qui est maison individuelle, on va dire que 90% du territoire est couvert et saisi nous dans le logiciel. C'est-à-dire qu'il y a un énorme boulot qui a été fait par les équipes et on est en train de traiter le collectif. Donc on est en train de traiter les collectifs parce que les collectifs c'est un peu plus compliqué parce que il faut trouver le propriétaire, il faut que le propriétaire distribue à ses locataires, il faut que tout le monde comprenne. Et il y a une chose qui est sur le territoire, qui est une chose que je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a beaucoup de turnover sur du collectif en fait. Les gens ils arrivent 2 mois, ils s'en vont, ils repartent. Donc voilà. Donc la situation, on va clairement dire que avant l'été, on était dans une situation très inconfortable. Aujourd'hui, on est beaucoup plus serein sur comment ça se passe. Voilà. Et le programme se fera. Mais malheureusement, quelque part, je veux dire, on a eu le prestataire qui n'allait pas. On est quand même sur une mission qui est très complexe. Le Val-de-Faine, je suis en train de tout reprendre. Actuellement, Thionville s'est complètement planté sur le territoire rural. Donc c'est compliqué. Alors nous, en plus, on avait le prestataire qui n'allait pas, donc c'était 2 fois plus compliqué. Mais on va dire qu'aujourd'hui, les choses sont vraiment en bonne voie pour que tout se déroule très bien en 2021. Voilà. Alors j'en reviens à mes décisions modificatives. Si vous en êtes d'accord, on va passer par rapport aux OM et à la taxe incitative. Dis-moi. Donc, est-ce que vous avez déjà constaté une réduction du volume? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, il m'a semblé voir que pour les points d'apport volontaires, c'était Veolia qui enlevait les déchets, c'est ça? C'est Veolia qui a le marché? On a vu une baisse significative du tonnage. Alors, j'ai pas les chiffres depuis septembre, mais on était sur des mois où on était quasiment à 50-80 tonnes de moins par rapport à l'année précédente. Et aujourd'hui, sur les points d'apport volontaires, c'est Veolia, tout simplement parce que le volume de points d'apport volontaires, en fait, n'était pas suffisant pour qu'on puisse investir dans un camion, reprendre une équipe, tout simplement. Ça viendra à terme, mais c'était pas pertinent aujourd'hui. D'autres questions sur les ordures ménagères? Bon, si vous avez le moindre souci, de toute façon, il y a Nathalie ou Sandro qui sont à disposition pour essayer de résoudre point par point les petites problématiques. Si vous en êtes d'accord, je reviens au point 8 et 9. Il y a 2 DM, 2 décisions modificatives. Je les passe en même temps. Si vous ne voyez pas d'inconvénient. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 10... Alors là, il s'agit de valider les propositions pour l'ouverture dominicale de Villerue. Là, vous avez donc les 2, 4, les 8, oui, 2, 4, 6, 7 dimanches ouverts pour l'année 2020. Voilà, donc je vous propose de donner un avis conforme à cette proposition des 7 dimanches pour la commune de Villerue. Oui. Pourquoi c'est la communauté de communes qui doit prendre une délibération? On l'a déjà prise, je me souviens, mais je ne me souviens pas pourquoi c'est la communauté. Pourquoi la commune de Villerue ne la prend pas toute seule? Oui, je me doute, vous la prenez. Mais pourquoi nous, on doit la prendre aussi? Parce qu'on est compétent, la commune est compétente sur le développement économique. Les compétences. Donc après la question de Fabienne et les réponses, y en a-t-il d'autres? Non, je le passe donc à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Stéphane, c'est pour toi. Alors, délibération de l'intention de poursuite de l'OPA. La CCPHVA a engagé 2 opérations programmées d'amélioration de l'habitat depuis 2010, conformément au programme local de l'habitat toujours en vigueur. Le programme d'orientation et d'action du PLUIH prévoit lui aussi la mise en place d'OPA. Étant donné que l'OPA actuelle s'achèvera début juillet 2020, il est proposé au Conseil communautaire d'engager les démarches dès début 2020 pour entreprendre une nouvelle opération, une nouvelle étude préopérationnelle d'OPA qui conduira par la suite à une convention opérationnelle d'OPA, avec de nouvelles actions bien sûr. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Peut-être rappeler qu'il y a une OPA
sur tout le territoire de la communauté de communes et une OPARU, Une OPRU très précise qui est et localisée qui sur permet de Villerupt. travailler sur, Sur Villerupt, la exact. couture fine entre le patrimoine nouveau et le patrimoine ancien. Exact. Le point 12. Juste pour donner un petit renseignement, les sommes qui ont été engagées sur l'OPA représentent 44 ETP sur l'ensemble de l'OPA depuis 2010. 44 ETP. Donc emploi à temps plein. Donc il y a un bilan d'OPA qui a été très très positif et il y aura une communication dans le journal qui va arriver. Vous en aurez en tout cas les éléments. La révision de la grille tarifaire applicable aux infrastructures de recharge. Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt infrastructures et recharge pour véhicules électriques, porté par l'ADEME, la CPHVA a déployé sur le territoire intercommunal 6 bornes de recharge situées à Villerupt, Thil, Homès et Autange. En réalité, cette grille fait l'objet chaque année d'une révision et dans un souci de simplification, de lisibilité, il est proposé en tout cas de mettre un tarif unique pour tout utilisateur. Recharge gratuite les 2 premières heures, puis 4 centimes d'euros par minute. Oui, vas-y. Je pose des questions. Hein. Il faut en poser pour avoir des réponses. Oui, tout à fait. Moi, je voulais savoir, il y a quand même contrôle, parce qu'à la limite, je mets 2 heures ma voiture en charge, je l'enlève 10 minutes et je la remets 2 heures après. Enfin, ça veut dire que j'aurai 4 heures gratuites. C'est sur la journée, hein, c'est pas 4 de suite, hein, je pense. Ouais, non, mais c'est 2 heures, mais après, si j'arrête une demi-heure, par exemple, et que je la rebranche pendant 2 heures. Normalement, tu peux pas, c'est 4 heures, c'est 2 heures jour. Ah, c'est 2 heures. Normalement, c'est 2 heures. Normalement, c'est 2 heures de gratuité jour. Voilà, il y a FreshMile. Il y a 2 possibilités, hein, où tu le fais par l'application, ou tu le fais avec ton badge, et ça bloque à la journée. Je n'ai pas de voiture électrique. Peut-être que j'en aurai une un jour. Bien sûr. Mais après, les 4 centimes par minute, il faut combien de temps pour charger une voiture? Je crois que c'est. Alors, ça dépend de la voiture, ça dépend de la recharge. Je crois que c'est 3 heures. À peu près 3 heures. Les 2 heures plus les 3 heures Non, en 3 heures, tu charges. En 3 heures, tu charges. Normalement, en 3 heures de charge, puisque tu vas jamais à zéro, hein, logiquement. Moins que la pousse, on arrive. Vaut mieux. Je sais pas. Vaut mieux pas. On n'espère pas. Donc, voilà. Non, normalement, c'est ça. Habituellement, c'est ça. Maintenant, il y a des charges hyper rapides. Hein. J'ai vu qu'ils faisaient des charges hyper rapides. Tu peux recharger en 10 ou 12 minutes, je crois. J'ai vu ça. Sur l'autoroute, ils font ça. Hein. Mais ça marche pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a 28 000. Ouais, dis-moi. Vas-y, Bernard. Est-ce qu'on a éventuellement une idée du nombre de véhicules électriques, c'est-à-dire qui vont se charger le nombre de véhicules sur la CPHVA. Alors il y a eu un souci de mise en place avec l'opérateur des bornes. Donc on va dire qu'aujourd'hui on a réceptionné les bornes. Donc dans le souci qu'il y avait, c'était surtout les remontées d'informations. Donc à partir de maintenant, puisqu'il y a eu la réception des bornes, donc les remontées d'informations se feront et donc il y aura bien un bilan du nombre de véhicules qui sont venus, de la facturation et de l'effort que la communauté de communes fait justement pour favoriser en tout cas les véhicules électriques. Donc pour l'instant c'est un peu tôt, mais on l'aura. Bien sûr, on l'aura. Hein. L'objectif, c'est quand même d'avoir un rendu par rapport aux efforts qui sont fournis et aux sommes qui sont investies. Voilà. D'autres questions? Oui, j'en ai une. Vas-y. Peut-être est-ce qu'on va en mettre une dans chaque commune? Ça a été proposé, je pense. Ça a été proposé. Ça a été proposé. Les communes n'ont pas accepté. C'était financé en plus. Donc, c'est dommage. Ça aurait été bien. Parce qu'en fait, il faut se rappeler qu'on avait des subventions importantes exact. Par rapport au département 54. Surtout le 54, voilà, exact. Et qu'on l'a transféré sur le territoire mosellan à charge de la communauté de communes. Nous connaissons, je n'ai pas souvenir. Ouais. Si, hein, c'est vrai. Oui, ça a été proposé. Oui. Bon, non, c'est pas grave. Non, mais une autre question. La question peut demeurer. Oui, parce que l'intérêt évoqué. L'intérêt quand même, on est quand même... Pardon, mais je ne voulais pas lui voler son micro. Hein. Non, mais l'intérêt quand même pour nous, qui est effectivement à Boulange, que je comprends un peu d'excentré des centres, c'est qu'on voit beaucoup de voitures passer qui viennent de Meurthe-et-Moselle par Boulange, qui justifieraient aussi un apport de bornes électriques, parce que si on ne met pas de bornes électriques, on ne peut pas générer les voitures électriques. Ça, c'est clair. Donc, effectivement, c'est à se poser la question quand même. Ça valorise déjà les communes qui ont accepté. Voilà. Je remercie. Voilà ton bon sentiment. Voilà, ouais, c'est juste. Hein? Oui, Julien, vas-y.
C'est vrai aussi. Peut-être en réponse à M. Abbé, il y a quelques mois, nous avons pris la compétence mobilité électrique. Donc techniquement, la communauté de communes est en capacité technique d'aller installer des bornes électriques s'il y a des communes qui le souhaitent et si les élus communautaires votent à budget pour faire cela, bien évidemment. Tu vois que lui, il est positif. Je le sais. Mais j'en doute jamais. Je doute jamais de lui. Donc voilà. D'autres questions ? Il est proposé au conseil communautaire d'approuver le changement tarifaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Le point 13, il s'agit là de la souscription et la gestion des contrats d'assurance, autorisation de signature des marchés. Ça concerne les contrats d'assurance. Donc les contrats d'assurance actuels de la CPHVA arrivent à échéance le 31 décembre prochain. Une procédure d'appel d'offres comprenant 6 lots a été engagée en vue d'assurer le renouvellement. Vous avez donc les différents lots, le responsabilité civile, protection fonctionnelle, juridique, la flotte automobile et les missions, les dommages des biens et les risques statutaires. Donc la commission d'appel d'offres s'est réunie le 10 juillet pour l'ouverture des plis. Suite à l'analyse des offres effectuées par le cabinet Risque Partner, elle a attribué comme suit les marchés lors de la réunion du 10 septembre 2019. Donc, vous avez les lots avec les groupes qui ont été retenus. Vous avez vu les différents montants. À l'issue de cette procédure, il revient au conseil communautaire d'autoriser expressément la signature de ces marchés sur la base des engagements cités ci-dessus. Voilà, donc je vous propose de signer ces actes d'engagement des candidats retenus, ainsi que tout acte nécessaire à la bonne exécution des contrats pendant une durée de 5 ans. Des questions, je pense qu'il est nécessaire et je pense que tout le monde travaille pratiquement, l'ensemble des communes travaillent avec Risque Partner. Je sais que c'est un acteur majeur sur le territoire. Pas de questions, je le passe donc à vos voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, unanimité. Et donc, je crois que... Et maintenant, je vais passer la parole plutôt à Alain par rapport à la motion de soutien. Tout le monde a eu le non ? Bien sûr, sur cette motion, peut-être, sans revenir dans le détail du texte qui situe bien les enjeux, mais peut-être refaire un peu d'histoire. Donc, ce qui est intéressant à travers la motion en tout cas, parmi les choses intéressantes qui apparaissent à travers la motion qui est proposée, c'est peut-être déjà de rappeler qu'il y a quelques dizaines d'années, quand cette question d'une plus juste répartition de la fiscalité en zone frontalière avait été posée, en gros, pour dire les choses brutalement, c'était l'idée de quelques élus farfelus, pour ne pas être plus péjoratif, qui disaient un peu, qui fantasmaient sur la caisse du Grand-Duc, quoi. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, avec beaucoup de persévérance, voire de courage politique, cette question-là a commencé à prendre une autre ampleur. Et d'année en année, la compréhension des enjeux que posait ce principe d'une répartition plus juste sur les zones transfrontalières, tout ça, ça a pris une ampleur grandissante. Et à la fois au regard des questions qui commençaient à se poser sur les territoires, et puis au regard également du fait que un certain nombre d'institutions plus importantes ont commencé à réfléchir sur cette question, et puis effectivement à convenir qu'il y avait un vrai problème dans la situation qui caractérise aujourd'hui les relations ou l'absence de relations entre le Grand-Duché du Luxembourg, les territoires frontaliers et les territoires frontaliers où résident ces travailleurs frontaliers qui bossent au Grand-Duché du Luxembourg. Et cette évolution, aujourd'hui, elle a y compris été posée, elle a été entendue au niveau européen, puisque sur la base du rapport qui est présenté et de la motion qui vous est soumise, eh bien, c'est le Conseil de l'Europe qui, le 29 octobre dernier, a été saisi d'un rapport présenté par M. Karl-Heinz Lamberts.
Alors Karl-Heinz Lamberts, rassurez-vous, enfin je vais en rassurer peut-être certains, c'est pas un dangereux bolchevique, c'est pas non plus un dangereux gauchiste, c'est même pas un mec de gauche, c'est, enfin si peut-être un tout petit peu de gauche, la gauche socialiste, puisqu'il est... Non, je plaisante, je plaisante. Non, et c'est, en fait, c'est un parlementaire belge, et qui, c'est le représentant de la communauté allemande de Belgique. Parce que vous savez qu'en Belgique, il y a tout un coin qui est un secteur du territoire belge qui est proche de la frontière allemande, donc, et sur lequel vivent une communauté qui maîtrise la langue, qui continue encore à parler allemand. Et donc ce gars-là, il est concerné par ces problématiques de relations frontalières entre la partie du territoire de la Belgique frontière avec l'Allemagne, et il a également été saisi de cette problématique-là par l'ancien maire de Genève, Claude Haegui, qui lui non plus n'est pas un dangereux agitateur, puisque c'est un libéral, alors lui par contre c'est un libéral bon teint, et ancien maire de Genève, qui a la particularité, au moment où il exerçait cette responsabilité de maire de Genève, d'avoir vécu, agi et fait fonctionner un type de relation avec les territoires français voisins, en particulier l'Ain et la Haute-Savoie. Et la relation qui a été construite, enfin lui, il n'a pas mis en œuvre, mais il l'a fait vivre, il l'a fait amplifier. La relation qui a été construite entre le canton de Genève et les territoires voisins, cette relation elle est assez ancienne, mais elle a été structurée par une convention en 1973. C'est ce qu'on appelle la convention franco-genevoise, qui dispose quoi ? Elle constate que il y avait à l'époque un certain nombre de travailleurs frontaliers français qui allaient bosser sur le canton de Genève, et puis donc qui payaient leurs impôts à Genève, qui produisaient des richesses à Genève, et c'était les communes frontalières françaises où ils résidaient qui supportaient les charges de résidence. Donc, de façon intelligente, ils se sont mis autour de la table, genevois et français, pour dire, voilà, on va faire en sorte également qu'une partie de la fiscalité et des richesses produites par ces travailleurs frontaliers puisse revenir dans les territoires, dans les communes où ces gens-là résident, parce que les communes, les territoires, supportent des charges de résidence. Et l'accord qui a été trouvé, c'est en gros, ils ont dit, voilà, sur la base pour déterminer un chiffre, sur la base des salaires qui sont perçus par les frontaliers français de l'Ain et de la Haute-Savoie qui travaillent chez nous, à Genève, Genève va redonner une somme équivalente à 3,5% de la masse salariale de ces frontaliers. C'est parti comme ça. Et aujourd'hui, en tout cas en 2019, le montant de cette compensation franco-genevoise va représenter pratiquement 280 millions d'euros. Redonné, non pas, ça redonné à la France, mais qui redonne après la totalité au territoire de l'Ain et de la Haute-Savoie, selon une répartition qui fait en sorte que 40% de ces 280 millions vont être affectés au département de l'Ain et de la Haute-Savoie pour flécher sur des projets d'intérêt transfrontalier. Donc, et ces projets-là sont discutés par une commission mixte franco-genevoise. Et les 60% restants sont attribués aux communes à leur libre utilisation, au prorata du nombre de travailleurs frontaliers qui résident dans ces communes. Et donc, cet accord-là, cette convention franco-genevoise, elle fonctionne très bien, à tel point que depuis un certain nombre d'années, malgré l'attractivité de Genève, l'activité économique sur les secteurs frontaliers de l'Ain et de la Haute-Savoie, elle reprend du dynamisme, de nouveaux emplois sont créés, à la différence de ce qui existe ici, puisque que ce soit sur les zones frontalières Meurthe-et-Mosellane ou Mosellane, et j'en veux pour preuve un rapport qui a été présenté récemment encore au conseil départemental de la Moselle. En tout cas, les zones frontalières Mosellane, elles continuent à perdre de l'emploi,
alors qu'au Luxembourg, au Grand-Duché, l'emploi continue bien évidemment à se développer, à prospérer. Donc c'est sur la base également de cet échange entre Karl-Heinz Sandberg et Claude Haegui que Karl-Heinz Sandberg a décidé de réaliser un rapport, une étude, qui porte sur ce qui existe en Europe dans les relations frontalières. Et puis, sur la base du rapport qu'il a présenté au mois d'octobre dernier au Conseil de l'Europe à Strasbourg, il fait un certain nombre de recommandations. Alors, je ne sais pas si vous avez eu connaissance du rapport avec la recommandation qui figure, mais ce rapport et cette recommandation-là donc, a été soumise au Conseil de l'Europe et elle a été adoptée à une immense majorité. Il y a peut-être 3 voix contre, alors que pratiquement 80 voix ont voté pour l'adoption du rapport et de la recommandation. Alors pourquoi cette quasi-unanimité ? C'est parce qu'il y a déjà des accords de coopération qui existent en Europe et des accords de compensation financière qui existent. En Europe, il en existe 17. Il en existe 17 de ce type, où, en fonction de l'endroit où les gens travaillent et où ils payent leurs impôts et où ils résident, il y a des accords vous disant, bon voilà, on vous redonne une partie de la richesse produite de notre côté parce que vous avez à supporter les charges de résidence. La France a également signé des accords de rétrocession financière. Le plus ancien, c'est avec Genève, donc en 1973. Ensuite, en 1983, la France a signé un accord de rétrocession financière avec 8 cantons suisses. Mais là, c'est l'inverse, puisque les travailleurs de ces 8 cantons suisses, les travailleurs français qui bossent dans ces 8 cantons-là, eux, sont imposés en France. Et donc, la Suisse a dit, écoutez, redonnez-nous aussi un peu d'argent. Mais comme les Suisses sont plus malins que les Français, eux ont négocié pour faire en sorte que la France redonne non pas 3,5, comme le prévoit la Convention franco-genevoise, mais 4,5. Donc la France elle va redonner cette année pratiquement 300 millions d'euros à ces 8 cantons suisses. Ensuite, il y a eu un autre accord avec la Belgique, puisque jusqu'à il y a quelque temps, les travailleurs frontaliers belges qui bossaient en France étaient imposés en France. Et donc la Belgique a dit maintenant ça suffit, on arrête, on va modifier la législation fiscale. Donc depuis 2000, le début des années 2000, les Belges travaillant en France maintenant sont imposés en Belgique. Mais ceux qui ont commencé à travailler en France avant cette modification de l'accord, ils continuent à payer leurs impôts en France, mais la France redonne une partie à la Belgique. Et chaque année, la France redonne pratiquement, en tout cas l'an dernier, la France a donné entre 30 et 35 millions d'euros à la Belgique, et cet accord-là va continuer jusqu'à extinction du nombre de travailleurs frontaliers qui avaient commencé à bosser en Belgique avant les années 2000. Et puis le dernier accord en date, c'est entre la France et l'Allemagne, où depuis 2015, Madame Merkel a interpellé Sarkozy à l'époque. Ouais, je crois que c'était lui. Ou Hollande, en lui disant, là, il faut nous redonner un peu d'argent parce que les frontaliers français qui bossent en Allemagne sont imposés en France. Donc Merkel a exigé une modification des conventions fiscales bilatérales. Et puis, donc depuis le 1er janvier 2016, la France redonne chaque année un peu plus de 70 millions d'euros à l'Allemagne. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne la France, mais il y a d'autres accords de rétrocession financière comme ça qui existent en Europe. Je rappelle, il y en a 17 des accords de ce type. Ce qui explique donc qu'il y a eu une telle unanimité, pratiquement une unanimité au Conseil de l'Europe sur le rapport et la recommandation présentée par Karl-Heinz Sandberg. Donc il y a déjà ce fait que, ce qui explique cette quasi-unanimité, c'est la pratique de ce qui existe déjà, et puis après les problématiques qui sont posées. Moi, je veux simplement peut-être, pour redire les choses et que l'on comprenne bien, la nécessité qu'il y a. Le rapport, en tout cas la motion qui est présentée, elle commence par présenter un peu l'intérêt qu'il y a
que représente le mode de développement du Grand-Duché pour les territoires frontaliers. Ça, alors, il faut le redire, il y a un véritable intérêt à voir le Luxembourg se développer dans les conditions dans lesquelles il se développe, et il faut... on en est content, quoi. Ensuite, d'autant plus que quand on sait ce qui s'est passé en Lorraine avec la disparition des industries, s'il n'y avait pas eu les entreprises luxembourgeoises pour recruter à ce point des travailleurs frontaliers, ce serait sûrement plus compliqué. Donc, voilà, on part de ce constat et on redit que l'emploi au Luxembourg, c'est une chance. Mais après, ce serait irresponsable de ne pas voir les problèmes qui se posent. J'évoquais tout à l'heure dans la convention que l'on a signée CCP-HVA, Ville de Villerue et EPA sur le financement des équipements. Ces équipements, ces aménagements nouveaux qui sont à l'ordre du jour sur notre territoire, on sait pertinemment que pratiquement les trois quarts vont servir à accueillir des travailleurs qui vont aller travailler de l'autre côté. Mais c'est nos territoires, nos communes, la communauté de communes qui auront à supporter les charges de résidence, quoi. Et c'est pas rien. Simplement quelques exemples pour faire circuler toute cette main-d'œuvre. Je rappelle quand même pour mémoire, il y a au Luxembourg pratiquement un peu plus de 200 000 frontaliers qui bossent, et sur les 200 000, il y a aujourd'hui 104 ou 105 000 frontaliers français. Donc ces gens-là, il faut les faire circuler. La France, en particulier sur la 31, la France doit, pour faciliter la circulation sur la 31, la France doit investir 1,8 milliard. 1,8 milliard. Et sur l'axe Thionville-Luxembourg, la 31 bis, c'est pratiquement 600 millions d'euros. Le Luxembourg... Alors, des gens qui vont travailler au Luxembourg pour enrichir le Luxembourg pour payer leurs impôts au Grand-Duché du Luxembourg. Le Luxembourg a dit clairement, je ne mettrai pas 1 euro dans le financement de cette infrastructure. Donc, les frontaliers payent leurs impôts au Grand-Duché. Rien ne leur revient de ces impôts-là pour améliorer leurs conditions de transport. Et en plus, maintenant, on leur dit, mais en plus, vous allez payer un péage. Je sais pas, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste ? Sur le financement des infrastructures ferroviaires, la France doit trouver, d'ici 2030, pratiquement 1 milliard d'euros. Le Luxembourg dit, moi, dans le cadre du séminaire intergouvernemental qui s'est tenu à Paris l'an dernier, il y a pratiquement 1 an et demi maintenant, Luxembourg dit, Royal, moi je mets 120 millions d'euros. Sur 10 ans. Sur 10 ans. Alors, c'est à mettre en perspective. Sur 10 ans, il faut savoir que entre les impôts, les taxes, les impôts divers, sur le revenu, impôts qui sont alimentés par ce que payent les entreprises dans lesquelles travaillent les frontaliers français, plus les assises sur les alcools, etc., surtout les achats au Luxembourg, sur 10 ans, les frontaliers français auront rapporté 33 milliards d'euros dans les caisses de l'État luxembourgeois. À mettre en perspective avec les 120 millions d'euros que le Luxembourg va investir sur 10 ans. Donc voilà. Alors, donc déjà sur le transport par train, il y a également un problème. Les frontaliers, il faut les former. Il faut les former. Tous les ans, il y a grosso modo entre 5 et 6 000 frontaliers français qui trouvent à s'employer dans les entreprises au Grand-Duché, qui ont subi une formation qui a coûté à la France. Chaque année, la formation des frontaliers nouveaux qui vont trouver à s'employer au Grand-Duché, c'est de l'ordre de 60 à 65 millions d'euros que ça coûte à la France. Ça ne coûte rien au Luxembourg et ces gens-là, ensuite, vont produire de la richesse au Grand-Duché. Une autre interrogation, l'indemnisation du chômage. Aujourd'hui, un travailleur frontalier français qui bosse au Grand-Duché, il paye des impôts au Grand-Duché. Sur ces impôts, 9% sont retenus par le Grand-Duché pour financer la caisse de chômage du Grand-Duché du Luxembourg. Et quand ce frontalier français se retrouve au chômage, il est renvoyé tout de suite vers Pôle emploi et le Luxembourg prend en charge les 3 premiers mois d'indemnisation de chômage. Coût pour la France de l'indemnisation des travailleurs frontaliers français au Grand-Duché du Luxembourg qui sont en perte d'emploi. L'an dernier,
cette indemnisation du chômage, elle aura coûté plus de 95 millions d'euros à la France. Et le Luxembourg, dans le même temps, il aura économisé pratiquement 150 millions d'euros. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? Je peux continuer encore, hein, je peux donner encore quelques exemples. Un frontalier français qui bosse au Grand-Duché paye tous les mois sur son salaire une retenue de 4,5% au titre de l'assurance dépendance. Il termine son activité professionnelle, il touche une pension et sur la pension, il continue à payer les 4,5%. Et voilà qu'avec l'âge, il se trouve en situation de perte d'autonomie. Il a besoin d'aide à domicile ou il a besoin d'être accueilli en EHPAD. Alors qu'il aura cotisé pendant des décennies à l'assurance dépendance, le Luxembourg lui répond quoi? Lui dit, écoutez, vous n'êtes pas résident français, donc vous n'aurez rien. Le résident luxembourgeois, vous n'aurez rien. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? Voilà, j'en dis pas plus, mais on pourrait encore multiplier les trucs là. Un dernier chiffre. Il y a 20 ans de ça, le Luxembourg supportait les charges de résidence de 80% de la population active qui travaillait au Grand-Duché. Il y a 20 ans, il supportait les charges de résidence de 80% de cette population-là. Les 20% restants, c'était des frontaliers qui résidaient en France, en Belgique ou en Allemagne. Aujourd'hui, la situation, c'est 50-50. Le Luxembourg ne supporte plus que 50% des charges de résidence de la population active qui bosse là-haut. Et sur l'année 2018, le nombre d'emplois créés au Grand-Duché du Luxembourg sont occupés à 60% par des frontaliers, français, belges et allemands. Donc c'est-à-dire qu'à ce rythme-là, demain, le Luxembourg ne supporte plus que 40% des charges de résidence de la population qui bosse sur son territoire. Mais à ce rythme-là, demain, les charges de résidence, elles seront supportées à 100% par les pays voisins, alors qu'ils gardent 100% des richesses produites par ce travail des frontaliers. C'est économiquement... C'est inéquitable, c'est injuste, mais tout le monde va dans le mur, quoi. Tout le monde va dans le mur avec cette situation-là. Et c'est ce que dénonce. En tout cas, c'est ce que on a été nombreux à poser sur le territoire. Et aujourd'hui, cette revendication-là, ce constat-là, il est fait y compris à l'échelle européenne et tout récemment encore, y compris à l'échelle du pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain qui regroupe les communes d'Épinal, Nancy, Metz et Thionville. Et ils ont pris une délibération qui s'apparente pour beaucoup à la délibération qui vous est proposée ce soir et qui tire la sonnette d'alarme en disant ce mode de développement, il va pas, quoi. On va dans le mur, quoi. On va dans le mur. Voilà. Et ici, on en a un exemple concret avec les questions qui sont posées sur la capacité que les communes peuvent avoir, que ce soit Boulanges, que ce soit Russange, que ce soit Audin-le-Tige, Villerue ou Homès, je sais pas, Rédange, il est là, le Daniel. Il est là, le Daniel. Ah, voilà. Hein, ouais. Voilà. Donc, pour accompagner les projets de l'EPA, on a effectivement un vrai problème, d'autant plus que on est... je vous ai envoyé il y a quelque temps déjà un certain nombre d'éléments chiffrés tiré de l'étude Climaction, c'est pas n'importe qui, hein, c'est une étude financière qui a été commanditée par la région Grand Est et qui dit quoi cette étude? Elle dit, pour ce qui concerne uniquement la CCP-HVA, mais on peut élargir, hein, mais pour ce qui concerne la CCP-HVA, sur les 8 communes de la CCP-HVA, il y a 6 communes pauvres. Il y a 6 communes pauvres. Avec des communes qui ont un potentiel financier qui est inférieur au potentiel financier des communes de la même strate, malgré un effort fiscal supérieur. Malgré un effort. Ça veut dire quoi, en d'autres termes? Ça veut dire que dans le budget de nos communes, alors on nous dira, oui, mais les travailleurs frontaliers, ils sont là, ils construisent des maisons et ça paye de la taxe d'habitation, de la taxe sur le foncier bâti. C'est vrai. C'est vrai. Mais l'activité économique, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien qui résulte de l'activité économique qui rentre dans le budget de nos communes. Et c'est là que le bas blesse. À une époque, il y avait la sidérurgie et les mines qui produisaient de la taxe professionnelle. Maintenant, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises vont s'implanter au Grand-Duché. Et pourquoi elles vont s'implanter au Grand-Duché? Parce qu'il y a une fiscalité
plus attractive. Et pourquoi ils ont une fiscalité plus attractive? Parce qu'ils ont à peine à supporter 50% des charges de résidence des gens qui bossent là-haut. Si le Luxembourg est obligé de supporter 100% des charges de résidence de la population des travailleurs frontaliers, je rappelle 200 000 personnes, 200 000 travailleurs, ça fait avec les familles, ça fait 440 000 personnes. Si le Luxembourg devait supporter les charges de résidence de 444 000 personnes, il serait obligé d'augmenter sa fiscalité de 30% pour mettre en place les équipements de tous ordres nécessaires à l'accueil et au vivre dignement de ces personnes-là. Et donc, on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire plus il y a de travailleurs frontaliers, plus la fiscalité du Luxembourg est attractive, et moins ici on aura d'entreprises, et moins on aura de recettes dans le budget de la CCPHVA ou de nos communes. Donc il faut mettre un terme à cette situation-là pour travailler avec nos voisins luxembourgeois un véritable projet de co-développement qui sera équitable de part et d'autre de la frontière. Et pour pouvoir participer à la mise en œuvre de ce véritable projet de co-développement, il faut effectivement arriver également que soit mise en place une rétrocession financière à l'exemple de ce qui existe à travers 17 accords au niveau de l'échelle, au niveau de l'Europe. Et c'est ce que propose la motion qui vous est soumise ce soir, à la fois de soutenir le travail, le rapport présenté par Karl-Heinz Lamberts, la recommandation qu'il a proposée, qui a été validée au niveau européen, et puis dans la mise en œuvre d'une rétrocession, du principe de la rétrocession financière, l'engagement qui vous est proposé, c'est de faire en sorte que, puisqu'on nous dit que les entreprises ne viennent pas parce que sur nos territoires, il y a une fiscalité trop élevée, l'engagement qu'on prend, c'est de faire en sorte qu'une partie de cette rétrocession soit utilisée, soit mise en œuvre pour diminuer la fiscalité sur notre territoire, mais pas simplement la fiscalité des entreprises, mais y compris la fiscalité des ménages, quoi. C'est-à-dire une partie de cette somme-là qui serait attribuée à la communauté de communes ou aux communes, une partie soit utilisée pour améliorer les services, les infrastructures au service de la population, et puis diminuer également la fiscalité sur nos territoires. Voilà donc tout le sens de la motion qui vous est proposée. Alors à la fois en soutien au travail qui a été conduit par Karl-Heinz Lamberts, et puis surtout pour faire en sorte que notre territoire et les territoires frontaliers puissent avoir les moyens de participer à la mise en œuvre d'un véritable projet de co-développement avec nos voisins luxembourgeois. Voilà. Très bon exposé. Très bien. Je pense que là... Pardon, je voudrais... Le soin de le faire voter par le Conseil. J'oserais dire... Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. C'est pour ça que j'oserais dire... Oui. Non, c'est pas une question. Je voudrais simplement inviter tous ceux qui sont intéressés ou alors si tu peux leur transmettre le lien que tu nous as envoyé là, sur la commission du 29 octobre. Ah oui. Je l'ai regardé, moi c'est super intéressant. Moi je vais l'envoyer parce que comme ici vous avez les adresses mail de tout le monde, j'enverrai le mail à la CCPHVA. Ouais, voilà. C'est un enregistrement qui est super intéressant et qui est bien expliqué. Franchement, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Juste 2 secondes. J'ai encore rien dit ce soir. Si vous allez, si vous allez sur la page Facebook de Hommes C'est Vous, ou si vous allez sur YouTube, l'AGAP, l'Agence d'urbanisme de Lorraine Nord, a maintenant une chaîne YouTube. Et il y a un montage vidéo de 2 minutes 10. C'est pas long, hein? En 2 minutes 10, ils vous disent ce qu'est la pression du nombre de travailleurs frontaliers maintenant et dans les 20 ans à venir. C'est-à-dire, ça vous permettra de remettre en perspective ce que Alain dit. Donc moi j'ai publié le lien mardi dernier sur la page Hommes C'est Vous, autrement vous faites une recherche YouTube AGAP. Alain, il me semble que d'autres communes ont déjà délibéré sur cette motion. Ouais. Il me semble que Fabienne l'a fait. Boulange aussi. Daniel. Rédange.
Tu passes au vote ? Oui. Bien sûr, Viviane. Écoute, nous, on a juste la possibilité de le soumettre à l'ordre du jour, puisqu'on n'a pas la main dessus, mais on va... Je parle de la commune d'Audin-le-Tiche. Donc on va soumettre cette motion au prochain conseil municipal qui devrait se tenir prochainement. Oui, d'autant plus qu'il n'y a personne d'autre d'Audin, à part toi et moi, ce soir au conseil communautaire. Bon, on va peut-être clôturer. Tu passes au vote ? S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je soumets cette motion à votre approbation. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc adopté à l'unanimité. Et le territoire vous en remercie. Je crois que c'est sur cette motion que se termine ce conseil communautaire. Il n'y en aura plus pour cette année, donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Je crois qu'il y a Fabienne qui va intervenir avec ses calendriers, c'est ça ? Ouais, non, c'est pas des calendriers, je vends pas de calendrier, pas encore. J'ai pas de voiture électrique et je vends pas de calendrier. Ouais, non, je vais juste vous donner des affiches à mettre dans vos communes. On a un concert philharmonique le 18 janvier. C'est une première, donc on voudrait que ce soit d'une ampleur un peu plus élargie qu'à Autange. Donc je vous donne ça si vous voulez mettre sur les pages de Facebook et mettre dans vos mairies, ça m'arrangerait. Je te donne déjà la feuille. Merci à vous et bonne fête de fin d'année alors. Au revoir.